Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite des cols du lundi, sur le cycle de Brighton, qui est souvent utilisé dans les turbines, et les réacteurs, etc. Donc, il y a un cycle thermodynamique moteur qui va permettre de générer donc un travail qui sera fourni à l'extérieur, un travail mécanique. Donc ici, on nous décrit une turbine à gaz qui sert à la propulsion d'un navire, dont le schéma de fonctionnement est résumé ici. Et on nous dit que son fonctionnement est modélisé par un cycle, appelé cycle de Brighton idéal. Le fluide est de l'air qui va subir donc plusieurs étapes. Alors une étape de compression adiabatique réversible, donc là on sait instantanément que ça veut dire que ce sera isentropique, dans la mesure où on aura à la fois S échangé qui vaudra 0, parce que S échangé euh, ne peut être non nul que si Q est non nul, et réversible signifie que S créé est nul. Donc ici, ensuite on aura un chauffage isobare, une détente adiabatique réversible, donc encore une isentropique, et une deuxième isobare. On dispose de quelques données. Température à l'entrée du compresseur, T1, donc ici, avant le compresseur. Pression à l'entrée du compresseur, pression atmosphérique, logique. À la sortie du compresseur, la pression a augmenté, logique aussi. Ici, on a une chambre de combustion. Et donc, ce qui va se passer, au fait, c'est que dans la chambre de combustion, on va a priori injecter le carburant dans l'air. Et on va à ce moment-là faire monter énormément la température. Le carburant était en train de brûler. Ensuite, l'air à température et pression plus élevée va être injecté dans la turbine qui va créer un mouvement de rotation. Alors le mouvement de rotation va servir à deux choses. Alors là, vous voyez l'arbre qui est ici, il est relié à la fois au compresseur et à l'extérieur. Donc la turbine, en gros, va générer à la fois le travail fourni à l'extérieur, mais va aussi fournit donc on peut dire le travail que l'on cherche à créer, plus en fait la turbine va renvoyer une partie du travail qui va servir dans le compresseur. Et donc là, ce qui nous permet de dire ça, c'est le schéma de l'appareil qui est ici. Donc ça va avoir son importance un petit peu plus tard, au moment où on va parler de l'efficacité du cycle. Donc, les deux premières questions, même les trois, enfin on va dire les quatre premières questions, c'est des questions d'analyse graphique. On nous demande de trouver la température de l'air en sortie du compresseur, la température de l'air en sortie de la turbine, le rapport du travail produit par la turbine sur le travail consommé par le compresseur et le rendement du cycle. Alors tout cela, on sait qu'on va le faire grâce au diagramme enthalpique, le diagramme pH, de l'air, qui est présent ici. Alors, comme on a affaire ici au diagramme enthalpique de l'air, on voit qu'on n'a pas de changement d'état, donc pas de courbe de saturation sur le diagramme. Et on nous demande de trouver les caractéristiques de différents points. Donc là, ce qu'on va se proposer de faire, c'est qu'on va au fait schématiser le cycle complet. Et grâce à cette schématisation du cycle, on va remplir les informations au fur et à mesure. Alors, on sait que le système qu'on va considérer, donc c'est de l'air qui va rester sous forme de gaz. Et on sait que la transformation va être cyclique. Alors, ensuite on va aller collecter les informations sur les différents points du cycle. Alors, sur l'état 1, on sait qu'on a 300 Kelvin et 1,013 bar. Donc je vous invite quand même assez souvent à essayer de compiler comme ça toutes les informations sur le cycle. Ça peut grandement vous aider pour savoir ce qui va se passer ensuite. Et là, vous voyez, ensuite, on suit une isentropique dans le compresseur. Ça, c'est le texte qui nous le dit.
qui va permettre d'arriver à la température T2, a priori inconnue. Donc ici, on pourrait noter 27 degrés Celsius pour pouvoir se placer plus facilement sur le diagramme. Et on sait que la pression P2 vaut 10 bars. Ok. Donc ici, on va essayer de suivre sur le diagramme enthalpique une isentropique qui va respecter les conditions que je viens d'énoncer en partant du point 1. Donc je vais positionner le point 1 et positionner une isentropique pour aller au point 2. Alors, hop, je reviens au diagramme d'avant. Je cherche, donc, on a dit 1013 hectopascales, 1,013 bar. Donc, ici, je cherche un point sur l'isobar qui est ici. 1,01 ou 1, bon, c'est quasiment la même chose, donc je vais me placer au voisinage très très proche de l'isobar à 10 puissance 0 bar, soit 1 bar. Ensuite, on me donne la température, et on m'a dit que la température était donc à 300 Kelvin. Et donc, à 300 Kelvin, je sais que je vais avoir 27 degrés Celsius. Donc, à 27 degrés Celsius, je vais me positionner entre 0 et 50 degrés Celsius, un petit peu sur la droite. Donc là, je vais positionner le point numéro 1. Ensuite, je vais suivre une isentropique. Alors là, je cherche les informations sur le diagramme et je vois que tout ce qui est en orange ici, c'est attribué à petit s, donc l'entropie massique. Donc l'isentropique que je vais suivre va être celle-ci. Et je vais suivre l'isentropique jusqu'à arriver à la pression P2. Et la pression P2, eh bien je sais qu'elle est égale à 10 bars. Donc je m'arrête lorsque j'ai atteint P2. Donc là, j'ai la transformation de 1 à 2, qui est une transformation isentropique. Alors, une fois que j'ai atteint le point 2, qu'est-ce qui va se passer? Et une fois que j'ai atteint le point 2, je vais donc m'arrêter sur cette valeur-là, ici. Eh bien, je peux mesurer maintenant la température. Je vois ici que je suis sur l'isotherme à 300 degrés Celsius. Donc, grâce au positionnement du point 2, eh bien, j'ai trouvé la température T2 de 300 degrés Celsius. Donc la compression a eu pour effet ici, bon, je vais travailler partout en degrés Celsius d'ailleurs, ce sera plus simple. Hop. Alors, une fois que j'ai quitté le point 2, qu'est-ce que je suis comme transformation? On me dit que pour aller de 2 à 3, j'ai un chauffage isobar. Et là, on me donne la température T3, 1300 Kelvin. Donc, comme j'ai un chauffage isobar, eh bien, je sais que le point 3 va être associé à la pression P3 égale P2 égale 10 bars. Et je connais la température T3 qui vaut, donc on a dit 1300 Kelvin. Et 1300 Kelvin, eh bien on sait que ça vaut 1027 degrés Celsius. Ok. Donc ici, je vais positionner maintenant le point 3. Grâce à la transformation donc, isobar. Et la transformation isobar, elle a lieu ici dans la chambre à combustion. Hop. En fait, je prends le temps de bien compiler toutes les informations. Ça va m'aider pour la suite. Alors maintenant, je reviens un cran en arrière, je reviens ici, et je vais donc suivre une isobar. Alors isobar, on sait que ça va être une horizontale, jusqu'à ce que j'arrive à mi-chemin
entre 1000 et 1050 degrés Celsius. Donc jusqu'à ce que j'arrive ici. Ouais, bon, hop. C'est incroyable. Bon, essayer de faire mieux. Décidément. Ça veut pas, ça veut pas. Alors, hop. On va essayer de... Ok. Donc là, j'ai suivi une isobare. Ce qui m'a amené au point numéro 3. Donc au point 3, je suis ici. Et je sais derrière que la transformation suivante, ce sera une transformation adiabatique réversible. Et l'adiabatique réversible, eh bien, va me ramener à la pression de départ. Alors pourquoi je le sais? Parce que derrière, j'ai un refroidissement isobare. Donc si de 4 à 1, j'ai un refroidissement isobare, ça veut dire que le point 4 est associé à la même pression que le point 1. Et donc ici, eh bien, l'information d'une transformation isobare fait que je connais P4. Et donc là, je sais que l'isentropique que je vais suivre ici, alors dans quel élément ici on part de 3, on arrive à 4. L'isentropique que je vais suivre, ça va être lié à la turbine ici. Donc ça va être l'opération qui va créer le travail qui sera fourni à l'extérieur et qui va créer aussi une partie du travail qui sera renvoyée vers le compresseur. Et donc à la fin, j'ai le refroidissement isobare. Alors celui-là, je sais qu'il aura lieu dans le détendeur. En gros. Alors, donc ici, j'ai deux isobares, deux isentropiques. Et donc je vais positionner 3 et 4. Alors, 3, j'ai dit que je suivais une transformation de type isentropique. Ça tombe bien, le point 3 est pile sur une de ces isentropiques. Donc je sais que je suis cette isentropique là pour me rendre de 3 à 4. Voilà. Donc là, je peux positionner le point 4 ici, en sachant que le point 4 est forcément, et là vous voyez c'est l'indication que j'ai obtenue tout à l'heure, le point 4 est forcément à la même pression que le point 1. Et donc pour finir, eh bien, je reviens avec une deuxième isobare de 4 à 1. Donc là, j'ai représenté le cycle de Brayton sur le diagramme enthalpique. Donc maintenant, eh bien, toutes les questions vont être des questions liées à de la lecture graphique, ça on peut s'en douter, avec deux isobars, deux isentropiques. Alors, on me demandait de déterminer la température en sortie du compresseur, T2, et en sortie de la turbine, T4. Alors, pour ce qui est de T4, je vais me référer aux isothermes, et je vois que j'arrive pile sur 450 degrés Celsius. Donc là, je me suis servi directement de la lecture graphique pour obtenir le résultat ici, 450 degrés Celsius. Alors, maintenant donc j'ai répondu aux questions ici 1 et 2. Donc, grâce à la représentation du cycle et au report de chaque transformation sur le diagramme pH. Alors maintenant, je vais essayer de déterminer le rapport du travail fourni par la turbine sur le travail consommé par le compresseur.
Alors, ici, pour cela, il va falloir tenter de... comment on va dire ça? Il va falloir tenter de savoir qui se trouve où au niveau des transformations. Alors, ici, je sais que j'ai 2 adiabatiques et 2 isobars. Et si je relis l'énoncé, je constate que la transformation de 1 à 2 est la transformation qui a lieu dans le compresseur, et la transformation 3 à 4, c'est celle qui a lieu dans la turbine. Donc je sais que le travail associé à la turbine, ce sera associé à la transformation 3-4. Alors, comme la transformation est isentropique, je sais que le transfert thermique est nul. Donc ici, je peux appliquer directement le premier principe industriel. Alors pourquoi j'applique le premier principe industriel? Parce que je sais que j'ai un fluide qui est en écoulement dans la turbine, et finalement, je sais déjà que je suis en train d'utiliser un diagramme enthalpique, ce qui me pousse directement dans cette direction. Donc ici, je sais que delta H de 3 à 4, eh bien ce sera le travail associé à la turbine, qui va valoir l'enthalpie massique du point 4 moins l'enthalpie massique du point 3. Qu'est-ce qu'il va suffire de faire derrière? Eh bien, il va suffire de prendre le diagramme enthalpique et de mesurer H4 et H3. Alors, je reviens au diagramme ici. H4. H4, je l'obtiens à ce niveau-là. H4 ici, on peut dire en gros, au vu des valeurs, qu'on est à peu près... Alors j'ai 800 ici, j'ai 1000 ici. On est à, allez, 870. Là, faut le faire à la louche, entre guillemets. De toute façon, on n'a pas beaucoup de précision non plus. Et H3, H3, je vais tomber à peu près ici. Donc ici, je suis entre 1400 et 1600, un peu plus proche de 1600. On va prendre 1500, un peu au-delà de 1500, en dessous de 1550, 1530, on va dire. Donc ici, 870 moins 1530, on va avoir moins 670 kJ par kilogramme. Donc ça, c'est le travail de la turbine. On constate une chose, on constate que ce travail est négatif, c'est-à-dire que globalement, la turbine fournit un travail à l'extérieur. Et c'est bien ce qu'on veut. Alors, si on veut régler le cas du compresseur, on sait que le compresseur intervient dans la transformation qui nous amène de... Alors ici, on peut prendre le schéma, vous voyez, on a fait un petit résumé, de 1 à 2. Donc ici, on sait qu'on devra mesurer H1 et H2. Alors, encore une fois, j'ai affaire à une isentropique, donc adiabatique, réversible. Donc ici, je sais que le transfert thermique est nul. Donc le premier principe industriel appliqué sur la transformation 1-2 va me donner le travail du compresseur, qui va valoir H2 moins H1. Alors, graphiquement ici, j'obtiens donc le travail de compression qui va donner. Alors, je reprends le graphique, je reporte ici, H2, H2, je suis un petit peu au-delà de 700, on va dire 710. Ok, 710 kJ par kilogramme. H1, je suis entre 400 et 600, beaucoup plus proche de 400.
disons 430, ouais, je suis à peu près à un tiers entre 400 et 500, on va dire 430 kJ par kilogramme. Donc ici, H2 moins H1, je vais calculer, donc 710 moins 430, ce qui va me donner 280 kJ par kilogramme. Donc j'ai bien ici un travail qui est positif, ce qui signifie que le compresseur fournit le travail au gaz. C'est logique, on est en train de comprimer le gaz, on lui transfère un travail positif. Alors d'après le schéma du tout début, on se rappelle qu'on avait dit que la turbine générait un travail qui partait soit à l'extérieur, et générait aussi une partie du travail qui servait à la compression. Vous voulez, c'est un petit peu comme dans un moteur à essence, finalement. Les pistons font des allers-retours, et le retour du piston sert à la compression du mélange air plus essence. Donc quelque part, on a une perte du travail global lié au bon fonctionnement du cycle. Ici, c'est un peu la même chose. Alors, donc, ici, on va calculer maintenant le rapport des deux. Et si on veut calculer un rapport positif, eh bien, vous voyez qu'on est en train de demander, ici, travail produit par la turbine sur le travail consommé par le compresseur. Donc là, le travail produit par la turbine, donc ce sera moins W turbine qu'on va compter positivement, sur le travail consommé par le compresseur, sur W compresseur. Et donc on va appeler ce rapport R. Alors, est-ce que c'est un rendement, ce rapport? Absolument pas. Dans la mesure où ce qui est dépensé, ça n'est pas uniquement le travail du compresseur. On sait que ce qui va être dépensé ici, c'est avant tout l'énergie transmise au gaz quand il passe dans la chambre à combustion. Donc on va obtenir ici un rapport R qui va valoir moins 670, donc 670, sur 280, ce qui va nous donner un rapport de 2,4. Alors qu'est-ce que ça signifie ici? Eh bien ça signifie que j'ai 2,4 fois plus de travail fourni par la turbine que j'ai de travail consommé dans le compresseur. Donc ça me donne finalement ici l'inverse du ratio de la proportion de travail produit par la turbine qui sera consommée pour bien faire fonctionner le cycle. Alors, on me demande ensuite de déterminer l'efficacité du cycle, ou le rendement, ici. Alors, le rendement, on sait que ça va être le travail fourni à l'extérieur sur ce qu'on a dû dépenser pour que le système fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a dû dépenser? Ce qu'on a dû dépenser, c'est le transfert thermique reçu dans la chambre de combustion. Tout le reste fonctionne naturellement, c'est-à-dire que le travail consommé au niveau du compresseur, c'est une partie du travail émis par la turbine. Donc finalement, là, il n'y a pas de dépense énergétique en moyenne. Donc ici, le rendement, ça va être le travail fourni à l'extérieur sur le transfert thermique dans la chambre de combustion. Et vu que le travail fourni à l'extérieur du point de vue du cycle est inférieur à 0 comme j'ai affaire à un moteur, je sais que j'ai moins Wx sur le travail de combustion. Donc, le travail fourni à l'extérieur, eh bien, ce sera le travail de la turbine plus le travail associé au compresseur auquel j'attribue un signe moins. Au fait, c'est le travail global sur le cycle auquel j'attribue un signe sur l'échange thermique lié à la combustion. Donc là, j'ai défini le rendement dans ce contexte précis. Alors, sur un sujet décrit, il va de soi qu'il y aurait sans doute un petit peu plus de précision dans l'énoncé, notamment sur cette définition du travail résiduel, si vous voulez. Sur le fait que le travail fourni à l'extérieur, c'est le travail global sur le cycle, donc c'est la somme du travail de la turbine et du travail du compresseur. Alors après, tout va bien,
Parce que vous voyez ici, j'ai un travail associé à la turbine qui est inférieur à 0, un travail du compresseur qui est supérieur à 0. Donc on voit bien que ce terme-là, c'est un terme qui va limiter le rendement. Alors, on a déjà étudié les deux travaux. On sait que le travail sur la turbine, c'est delta H quand on va de 3 à 4. Et on sait déjà que le travail du compresseur, c'est delta H quand on va de 1 à 2. Ces deux grandeurs-là sont déjà mesurées. Donc ce qui va nous rester à étudier ici, c'est ce qui se passe au niveau de la chambre à combustion. Chambre de combustion. Alors, la chambre de combustion est l'organe de la machine intervenant sur la transformation de 2 à 3. Et ici, on nous dit qu'on a une transformation isobare. Dans la mesure où on ne nous parle pas de pièces mobiles sur cette transformation-là, on sait que le travail utile sera nul. Donc le premier principe industriel va nous donner delta H, qui vaut Q de 2 à 3, qui vaut Q dans la chambre de combustion. Donc derrière, il va suffire de calculer ce transfert thermique. Donc H3 moins H2. Alors, là, il y a une chose que je peux faire, c'est recycler ce que j'ai déjà fait avant. H3, je l'ai déjà déterminé ici comme étant égal à 1530, H2 à 710. Donc je vais avoir 1530 moins 710 kJ par kilogramme pour le travail, pour le transfert thermique lié à la combustion. Donc ici, j'obtiens 820 kJ par kilogramme. Une fois ce résultat obtenu, ce qui va me rester à faire, c'est faire l'application numérique sur le rendement. Donc ici, le rendement, je sais que c'est moins le travail de la turbine, donc moins 670, donc plus 670, moins le travail du compresseur, donc moins 280, sur 820. Chose rassurante, on voit instantanément que le rendement ici sera inférieur à 1. En effet, si je fais l'application numérique, je trouve 48% de rendement. Alors c'est un rendement entre guillemets élevé pour un moteur. On voit que les rendements finalement ici sont plus élevés que les rendements avec les moteurs classiques type Otto, Baudrot-Chasse, moteur à combustion. Donc c'est normal, ici on a pris un cycle qui permet d'avoir de meilleurs rendements, et comme on est sur des cycles associés à des grosses entités, il vaut mieux qu'on ait un rendement un petit peu plus élevé. Donc ici on a un rendement à 48%, donc assez nettement inférieur à 1. Donc là, ce qu'on peut remarquer, donc la remarque importante ici, c'est que le travail dans la turbine se sépare en deux. En fait, on va avoir le travail dans la turbine qui va donner d'un côté le travail fourni à l'extérieur, donc le travail échangé avec l'extérieur vraiment, et d'un autre côté, le travail consommé sur le compresseur. Donc là, au fait, on va avoir le travail qui se scinde en deux sous-parties. Une partie transférée à l'extérieur et une partie transférée au compresseur.
Donc ça, il faut bien faire attention quand on étudie ce type de système, c'est quelque chose d'assez courant entre guillemets. Alors, une fois qu'on a déterminé le rendement sur le cycle, eh bien, on nous pose quelques questions supplémentaires. Une question où on nous demande de déterminer la capacité thermique massique de l'air, en observant qu'elle varie que sur le domaine de température considéré. On nous demande quelle valeur attendrait-on dans le modèle du gaz parfait, quelle serait pour un tel gaz l'équation d'une isotherme, est-ce que le modèle est pertinent, et on va commenter la validité de la loi de Laplace. Ça fait beaucoup de questions. Alors ici, donc maintenant, on arrive sur de la discussion de modèles. Alors, pour ce qui est de la capacité thermique de l'air, on sait que si on a affaire à un gaz parfait, la seconde loi de Joule va nous dire que l'enthalpie molaire d'un système fermé ne dépend que de la température, donc finalement, delta H massique vaut Cp massique fois delta T. Donc là, on va se proposer de calculer les capacités thermiques massiques à pression constante sur les deux transformations isobars que l'on observe. Alors, la capacité de 2 à 3, ça vaudrait delta H de 2 à 3 sur T3 moins T2. Si on fait l'application numérique, ici, vous voyez, delta H de 2 à 3, on connaît, T3 et T2, on connaît. La capacité thermique de 2 à 3 vaudrait 1,13 kJ par Kelvin par kilogramme. Donc la capacité thermique massique à pression constante. Si on fait le même calcul de 4 à 1, eh bien on va obtenir une capacité thermique massique à pression constante de 1,04 kJ par Kelvin par kilogramme. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On va pouvoir dire que les deux calculs nous donnent des valeurs relativement proches. En écart relatif entre les deux valeurs, on est à 9 sur 110 en gros. Donc on est à moins de 10% d'écart relatif. Alors, on peut dire des valeurs peu éloignées. Alors, si maintenant on supposait que l'air est un gaz parfait diatomique, eh bien pour un gaz parfait diatomique, on sait que gamma, le coefficient adiabatique, vaut le Cp sur Cv. On sait que Cp et Cv sont directement reliés au nombre de degrés de liberté. Alors pour un gaz parfait diatomique, on sait qu'on a 3 degrés de liberté de translation, plus 2 degrés de liberté de rotation. Donc 5 degrés de liberté, et on sait qu'on va rajouter une unité pour arriver à Cp, si vous voulez. Donc on sait que gamma vaut 7 cinquièmes vaut 1,4. Et pour ce qui est de la masse molaire de l'air, eh bien on sait que l'air est constitué à 20% de dioxygène, en gros, si on fait un calcul grossier, en première approche, et à 80% de diazote. Alors, sachant que l'air est un gaz parfait diatomique, eh bien, on va obtenir que la capacité thermique massique à pression constante, c'est gamma R sur gamma moins 1, ça c'est la capacité thermique molaire à pression constante, que l'on divise par la masse molaire de l'air, pour avoir une capacité thermique massique. Alors ça, si on ne se rappelle plus de ce résultat, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On utilise gamma qui vaut Cp sur Cv,
et on utilise la relation de Mayer pour un gaz parfait, CPm moins CVm, d'ailleurs là on peut dire CPm et CVm, on travaille sur les grandeurs molaires, c'est le plus facile au départ, qui vaut R. Donc en utilisant la relation de Mayer et la définition du coefficient diabatique, eh bien on obtient, en résolvant le système CPm, donc petit cp ici qui vaudra CPm sur la masse molaire. Et donc, si on exploite ce résultat, eh bien on voit que petit cp vaudra, sous l'hypothèse que l'air est un gaz parfait diatomique, 1,01 kJ par Kelvin par kilogramme. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette valeur? Eh bien ici elle est éloignée à une dizaine de pourcents de cette valeur, à 3% de cette valeur. Bon, en gros toutes les valeurs ici sont assez proches. Donc en première approche, le modèle du gaz parfait, on peut considérer qu'il est validé. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, on nous demande ensuite de commenter les équations des isothermes. Alors, pour ce qui est des isothermes, on sait que l'équation d'une isotherme, c'est T égale constante. Pour un gaz parfait, la seconde loi de Joule nous dit que l'enthalpie molaire d'un gaz parfait est une fonction uniquement de la température. Donc, sur un diagramme enthalpique, on dirait que la seconde loi de Joule dit que l'enthalpie massique est une fonction unique de la température. Donc ça, c'est une conséquence de la seconde loi de Joule. Donc si je dis ceci, je dis tout simplement que les isothermes correspondent aux isenthalpiques et sont donc également des verticales sur le graphe, des droites verticales. Alors, on va aller regarder l'allure des isothermes et l'allure des isenthalpiques. Les isenthalpiques donc sont des verticales par définition, et on voit que les isothermes sont elles aussi quasiment verticales. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que sur le domaine d'étude, le modèle du gaz parfait est tout à fait valide. Donc, les isothermes d'un gaz parfait sont verticales. Sur un diagramme pH. Et donc là, le modèle du gaz parfait est simplement encore une fois validé. Alors maintenant, on nous demande de vérifier aussi la validité de la loi de Laplace. Alors ici, validité de la loi de Laplace lors de la traversée du compresseur. Alors le compresseur, on sait que c'est la transformation ici qui nous a permis d'aller de 1 à 2. Ici. Et on nous demande de vérifier la validité de la loi de Laplace. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? En fait, si on regarde ici, on connaît P au départ, P à l'arrivée, T au départ, et on nous a demandé de déterminer graphiquement T à l'arrivée. Donc commenter la validité de la loi de Laplace, eh bien ça veut dire qu'ici on va nous demander de comparer la valeur de T2 mesurée avec la valeur de T2 théorique.
Donc on a T2 mesuré qui vaut 300 degrés Celsius. Transformation 1,2 associée au compresseur. Et ici, eh bien, on nous demande de savoir si la loi de Laplace est confirmée par cette transformation. Donc là, on va vouloir que T2 s'approche de T2 attendu avec la loi de Laplace. Alors, la loi de Laplace, on rappelle qu'elle nous dit que pour une transformation adiabatique réversible autrement dit isentropique d'un gaz parfait, alors il est bien important d'avoir toutes les hypothèses en tête. Adiabatique réversible d'un gaz parfait, c'est absolument pas une loi générale. On a PV gamma égale constante. Alors ici, on voit d'après les jeux de mesure que ce qui va nous intéresser, ça n'est pas le jeu PV, mais plutôt le jeu PT. Donc pour passer du jeu de variables d'état PV au jeu de variables d'état PT, on peut utiliser la loi des gaz parfaits qui dit que V vaut nRT sur P. Donc si j'ai P fois nRT sur P, le tout à la puissance gamma qui vaut une constante, eh bien je vais avoir P 1 moins gamma, T gamma, égale une nouvelle constante. Alors cette nouvelle constante, c'est l'ancienne constante, fois nr puissance moins gamma. Alors, ici, donc je vais maintenant appliquer la loi de Laplace à la transformation 1,2. Donc je vais avoir P1, 1 moins gamma, T1 gamma, qui vaudra P2, 1 moins gamma, T2 gamma. Je veux calculer T2. Je vais donc isoler T2 du reste des termes. Donc je vais avoir ici T2 qui vaudra T1, facteur de P1 sur P2, puissance 1 moins gamma sur gamma. Ensuite, il va me rester à calculer cette valeur. Donc je sais que P1 vaut 1,013 bar, P2 vaut 10 bar, T1 est donné aussi dans l'énoncé, alors je l'exprime bien en Kelvin, pour que ce soit correct, et donc je vais obtenir T2 qui vaudra 300 Kelvin, fois 1,013 sur 10, puissance 1 moins gamma, donc moins 0,4, sur gamma 1,4. J'obtiens grâce à cette application numérique T2 qui vaudra 577 Kelvin, ce qui me donne 304 degrés Celsius. Donc là, qu'est-ce que je constate? Je constate que la loi de Laplace est extrêmement bien vérifiée. J'ai un très bon accord. Avec l'expérience. En effet, je vois ici que je m'attendais à 300 degrés Celsius, valeur mesurée. J'obtiens 304 degrés Celsius. Sachant que le 300 degrés Celsius, de toute façon, n'est pas mesuré ultra précisément vu la disposition des isothermes, eh bien je peux me dire que j'ai vraiment un très bon accord théorie-expérience. Donc ici, le modèle du gaz parfait est clairement un modèle valide pour étudier l'air dans les conditions d'utilisation décrites par le cycle de Brayton. Donc eh bien ici, voilà, on a vu un cycle un petit peu particulier. Donc un cycle qui met en jeu un diagramme enthalpique où il n'y a pas de changement d'état. Et donc c'est des cycles que l'on va croiser quand on a besoin d'installations de grande taille qui doivent mettre en jeu de fortes puissances. Sur ce, il va me rester à vous dire donc de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.